De là où je viens, on n'a mené que des combats. Mais je n'imaginais absolument pas avoir un engagement politique partisan. C'est moi, quand je suis rentrée dans son cabinet, et au long cours, je me suis dit, j'aimerais bien être magistrat au Conseil d'État. Oui, donc je reste quelques années, puis après on verra ce qui se passe. C'était ça mon ultime rêve. Voilà. Et c'est Nicolas Sarkozy qui m'a dit « T'es faite pour la politique, reste avec moi ». Donc je suis restée. Il faut du bon sens pour la mobilité. Du bon sens en fonction évidemment de la sociologie parisienne. Donc vous adaptez, il faut que chacun respecte son couloir. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut avoir une mobilité en fonction des modes de déplacement des Parisiens. Comme le premier mode de déplacement, c'est le piéton, il faut sécuriser le piéton. Concrètement, dans les 100 premiers jours, c'est quoi sur les transports et la mobilité la chose que vous pouvez faire et qui peut vraiment changer, c'est-à-dire ce qu'on appelle un quick win? Déjà, si on adopte un plan de circulation, ça va fluidifier la circulation, y compris des transports en commun de surface pour les bus. Tout est engorgé parce qu'il n'y a pas de plan de circulation. Mon invité aujourd'hui, c'est Rachida Dati, de la Bourgogne aux plus hautes fonctions de l'État, de la place Vendôme où elle fut garde des Sceaux, à la mairie du 7e arrondissement où elle est maire depuis 2008. Elle n'a jamais fait les choses à moitié. Et cette fois encore, Rachida Dati va frontalement pour devenir maire de Paris. Nous sommes à quelques semaines du premier tour des élections municipales qui auront lieu le 15 mars. Et la question des transports et de la mobilité s'installe dans le débat politique, notamment à cause de nouvelles dramatiques ces derniers jours. En effet, le 19 février, une jeune cycliste de 29 ans est décédée après avoir été percutée par un camion, boulevard de la Chapelle. Les associations parlent d'un carrefour dangereux, mal aménagé, avec une discontinuité des aménagements cyclables. Concrètement, comment on fait pour partager la rue sans que ça devienne invivable, voire parfois même dangereux? Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Changement de vitesse. On parle effectivement de mobilité, de transport. On reviendra un petit peu après sur tous ces sujets-là. Mais d'abord, à chaque fois moi, que je rencontre des personnalités politiques et que je les reçois dans le podcast, je leur demande pourquoi. Vous étiez magistrate, vous avez grimpé plein d'échelons professionnels. Pourquoi la politique? En fait, j'aurais jamais imaginé avoir un engagement politique partisan. L'engagement politique, j'allais dire, c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Moi, ça a été pareil, puisque depuis ado, je vais dire même enfant, de là où je viens, on n'a mené que des combats à l'école, des combats pour être libre, des combats pour être reconnu, entendu, considéré, des combats aussi avec la justice à l'époque, parce que quand vous vivez dans une cité où vous avez l'impression que parfois on vous stigmatise, ou on accuse un peu toujours les mêmes. Donc voilà. Donc c'est un combat pour moi qui est ancien, pour lutter contre les inégalités, lutter contre les discriminations et les préjugés. Donc c'était un combat politique au vrai sens du terme. Et après, j'ai voulu effectivement avoir une fonction où je pouvais mener ce combat dans une institution. Et c'est vrai que c'est Simone Veil, qui était une grande amie, qui m'a suggéré de devenir magistrat. Et je suis devenue magistrat et elle m'a offert sa robe d'ailleurs. Et ensuite, j'ai voulu être plus en amont dans l'application de la loi et l'application de l'état de droit. Je me suis dit, je vais être plus en amont. Non, plus en amont, c'est-à-dire de dire comment on essaye de faire bouger une société, faire bouger aussi des législations. Et donc, j'ai voulu travailler soit pour un garde des Sceaux qui était Dominique Perben à l'époque, et après je suis allée chez... Vous êtes rentré dans le cabinet de Nicolas Sarkozy, et puis c'est et là que il avait une vraiment, conception, une vision de la sécurité et de la protection, notamment des plus vulnérables et des plus fragiles, qui m'avait intéressée et qui rejoignait le combat que je menais, y compris comme magistrat. Donc voilà, mais je m'imaginais absolument pas avoir un engagement politique partisan. C'est moi, quand je suis rentrée dans son cabinet, et au long cours, je me suis dit, j'aimerais bien être magistrat au Conseil d'État. Oui, donc je reste quelques années, puis après on verra ce qui se passe. C'était ça mon ultime rêve. Voilà. Et c'est Nicolas Sarkozy qui m'a dit « T'es faite pour la politique, reste avec moi ». Donc je suis restée. Comment on fait aujourd'hui? Je trouve que tout est très violent en politique. On se prend des attaques hyper personnelles, et vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que c'est encore valable? Et est-ce que finalement, maintenant qu'on est toujours dans les petits mots et au jour le jour à essayer de choper les petites polémiques, ça vaut encore le coup et on a l'impression malgré tout qu'on a une action décisive en tant que personnalité politique? Alors moi je trouve que la politique a toujours été violente. Les combats politiques, les grandes avancées d'ailleurs, qu'elles soient sociales ou politiques, sont toujours faites quand même un peu dans la radicalité. Donc moi j'ai toujours eu conscience, ou en tous les cas une vision que finalement la politique c'était de manière, si vous voulez obtenir des droits ou des avancées, ça se faisait un peu dans la radicalité. Ce qui a amplifié
cette violence, comme si vous parliez dans un mégaphone matin, midi et soir. Ce sont aussi les réseaux sociaux. Et puis la politique, c'est beaucoup nivelé. Moi, je m'englobe, hein, mais je trouve que le niveau politique, c'est fortement abaissé. Regardez les débats politiques qu'il y avait à l'Assemblée, au Parlement, il y a encore 15 ans. On n'y est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectivement de la brutalité brute. Beaucoup d'invectives. Voilà, l'invective, de l'insulte, de l'outrance. Donc, c'est là. Donc, ça peut vous écœurer. Voilà, ça peut vous écœurer. Donc moi, j'essaye de contourner ça. Je reconnais. Mais il y en a qui disent, alors peut-être c'est un mécanisme de défense, mais il y en a qui disent beaucoup que vous aussi, vous y allez. Moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est vrai que je suis beaucoup en réaction, c'est vrai, que je suis beaucoup sur la brèche, mais eux ne se rendent pas compte de leur comportement. Parce que vous pouvez être très violent et très injurieux en étant très calme. Et donc, il n'y a pas de raison que je me laisse faire. Voilà. À gauche, le combat politique est très sectaire. Moi, je vois, par exemple, je vais partout, je fais campagne partout, je parle avec tout le monde. Les Français, en général, ne sont pas sectaires. Donc, vous discutez avec tout le monde, y compris quand ils ne sont pas de votre propre opinion. Moi, je vois les militants de gauche ou les personnalités de gauche vous saluent pas, veulent pas vous serrer la main, se passent le nez quand vous passez. Donc, je les trouve très sectaires. Je suis une enfant de la gauche ouvrière. Donc, je dois beaucoup à cette gauche ouvrière, cette gauche militante ouvrière. Vous vous êtes faite un peu quand même beaucoup seule, et malgré tout, vous avez décidé de travailler la politique pour les autres. Quand on lit votre parcours, vous avez passé de liane en liane de manière assez forte. Ça a été... faut résister, faut avoir... On parlait de ça juste avant. Faut avoir l'énergie pour ça, faut avoir la vitalité pour ça. De ce point de vue-là, je suis bien dotée. Mais après, effectivement, il faut pouvoir ne pas enlever l'échelle derrière vous. Moi, mon combat politique, il est là. Quand je lutte contre les inégalités ou les discriminations, j'allais dire, moi, ma vie est faite aujourd'hui. Mais c'est que derrière, ça ne perdure pas, et ça perdure aujourd'hui. Votre vie est faite, sauf que là, maintenant, justement, je trouve que vous êtes en train de faire une campagne comme vous n'en avez pas faite par le passé. Justement, on parlait des codes des réseaux sociaux, etc. Vous êtes beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Vous essayez d'être beaucoup plus visible sur le terrain. Non, le terrain, 2020, je l'ai toujours fait. Oui, toujours. Mais c'était moins visible puisque c'était par la télévision notamment. Oui, et là, vraiment, vos réseaux sociaux sont hyper actifs. Les vidéos que je peux faire, c'est parce que la gauche nous dénie la réalité. Quand je montre un parc social dégradé, avec des locataires qui ne sont pas considérés, qui sont méprisés, qui payent leur loyer et leurs charges et qui ne sont jamais entendus. Donc je montre cette réalité. Parce que les Parisiens eux-mêmes ont oublié qu'un maire, ça s'occupe de ses habitants. Et donc je montre cette réalité. On peut réussir à s'occuper de ces 2 millions d'habitants. Oui, quand on montre que c'est le chaos dans l'espace public, on montre une réalité. Quand je montre l'espace public dégradé, quand je montre des commerces où c'est du blanchiment d'argent, avenue Max Dormois, c'est une réalité. Quand je montre un espace public confisqué aux femmes, dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, c'est une réalité. Et vous trouvez que c'est une réalité qui est assez généralisée pour la montrer ? C'est-à-dire que ce n'est pas des cas particuliers ? Non. Regardez mes vidéos. Ça s'est amplifié depuis 2020. Et c'est ça que cette gauche-là ne veut pas voir. Et donc, c'est ça que je voudrais évidemment changer. Alors, j'ai entendu sur la gauche, sur la droite. Tout à l'heure, on parlait de violence en politique. Franchement, moi, j'ai vu dans les grandes gueules sur RMC, et d'ailleurs, je l'ai fait réagir là-dessus, une phrase que vous aviez dite sur Pierre-Yves Bournazel qui m'avait un peu... choqué dans le sens, je me suis dit, c'est quand même violent. Vous aviez dit, je vous cite, c'est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde. Parce qu'en 2001, après le mandat de Jacques Chirac, la droite s'est divisée en espérant se retrouver au deuxième tour. Elle ne s'est jamais retrouvée au deuxième tour et on a eu Delanoë et Hidalgo. Et la physionomie, la sociologie, le cadre de vie de Paris a fortement changé. Et aujourd'hui, de sondage après sondage, étude après étude, majoritairement, les Parisiens souhaitent un changement. Je suis la première dans les sondages pour pouvoir porter et incarner ce changement. Et donc, c'est vrai que ce bloc du changement est par divisé. Donc moi, je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est que toute dispersion et toute division nous conduira à l'échec. C'est-à-dire l'équipe actuelle, c'est la même, regardez la liste, mais en pire, parce que la gauche radicale les a rejoints. En la personne, vous avez beaucoup d'extrême gauche. Vous avez en l'occurrence Daniel Simonet, vous avez Lucie Castet, vous avez Laurent Sorel. Daniel Simonet a été soutenu par Jérémy Corbyn, qui est notoirement antisémite. Laurent Sorel dit, en plein Conseil de Paris, que la police tue. Et donc, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Dans ce cas-là, un petit peu comme ce qu'a dit il y a quelques jours Jordan Bardella, qu'il faut un genre de cordon sanitaire sur l'extrême gauche. Il a dit ça il y a quelques jours. Cette gauche radicale antisémite. Il y a un côté un peu inversion du jeu. Qui
qui fait l'apologie des violences contre la police. Ce ne sont pas nos valeurs et ce n'est pas les valeurs pour Paris. Parce qu'aujourd'hui, cette gauche radicale n'a plus de valeurs et ne respecte plus les valeurs républicaines. C'est pour ça que moi je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, vous les avez eus pendant 25 ans, par quel miracle, M. Grégoire, va changer la donne? Donc sur Pierre-Yves Bournazel, quand vous disiez ça, bon, peut-être que la forme était un petit peu intense, mais l'idée c'est de dire, mais partons rassemblés dès le début. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc à droite, vous, Pierre-Yves Bournazel, Sarah Knafo, Thierry Mariani. Est-ce que dans l'idée, il faudrait essayer dès avant le 15 mars d'avoir un maximum de rassemblement? Est-ce que ça, c'est un risque de dispersion finalement, ou est-ce que c'est plutôt une opportunité? La politique, c'est des dynamiques. Donc, il faut s'adresser aux électeurs. Les électeurs, ils n'aiment pas quand on leur dicte leur choix. Mais les électeurs, ils aiment bien être informés des stratégies des uns et des autres. Nous, on a une stratégie. Ma stratégie, c'est que j'ai un projet cohérent avec une équipe de professionnels et expérimentés, des élus implantés, des maires d'arrondissement, des élus qui travaillent pour Paris depuis des années, avec un projet cohérent. Justement, vous avez dit que vous avez la bonne équipe et que c'est avec cette équipe qu'il faut partir. Dans Changement de vitesse, on s'occupe des sujets de transport et mobilité. Je vois que ça vous fait encore sourire, Changement de vitesse. Là, j'aime bien les transitions. Là. Est-ce que vous avez déjà identifié l'adjoint transport idéal dans votre potentielle équipe de demain? Oui, parce que nous, notre équipe, elle est connue. On connaît les compétences des uns et des autres. Moi, j'ai que des élus expérimentés. Et puis, pour vous avez quelqu'un en particulier? Oui, bien sûr. Et quand on fait, par exemple, au Conseil de Paris, j'invite tout le monde à regarder le Conseil de Paris. Tous les élus qui sont sur ma liste ont des spécificités très, très pointues et des expériences. Chacun aura son rôle. Voilà. Moi, je sais, j'ai toujours travaillé en collectif. J'étais présidente de groupe avec une vraie liberté de travail. Nous avons un socle idéologique et de valeurs communs. Nous avons un projet commun. Et donc, évidemment, chacun a une compétence particulière. Vous n'allez pas me donner de nom? Non, parce que je vais vous dire, ça voudrait dire qu'on a déjà gagné. On va revenir sur Barbès, donc il y a quelques jours, et puis il y a déjà aussi quelques semaines avant, malheureusement. Là, il y a une cycliste qui a été tuée, une jeune femme de 29 ans. C'est dramatique. Malheureusement, on a vu que ça arrivait plus souvent ces derniers mois que jamais. À Paris, notamment, puisqu'on a de plus en plus de personnes à vélo. Comment on fait concrètement pour les protéger? Est-ce qu'il y a besoin de réduire l'espace de la voiture d'un côté pour protéger les cyclistes? Comment il faut réorganiser les choses en fait? Les deux premières causes d'accidentologie à Paris, c'est l'état de la voirie qui est totalement défoncé. Il y a des nids de poules partout parce que la réfection se fait avec des matériaux qui ne sont pas adaptés. On bricole, parce comme il n'y a plus d'argent, on est à 12 milliards de dettes, donc en fait on bouge des trous. Mais on bouge des trous avec des matériaux qui ne sont pas adaptés. Donc moi, ma première action, ça sera de refaire toute la voirie. C'est la première cause d'accidentologie. La deuxième cause d'accidentologie... C'est des frais gigantesques pour le coup, ça. On est à plus d'1,5 million d'euros d'indemnisation à l'amiable. Tous les autres contentieux qui s'élèvent en dizaines de millions d'euros. On avait évalué, on arrivait presque à 20 millions d'euros potentiellement d'indemnisation pour les victimes de la voirie défaillante. Donc vous dites finalement, tant qu'à faire, réparons, plutôt que de les payer. Donc il faut réparer l'intégralité de la voirie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas de plan de circulation. Donc c'est le chaos. Donc chacun roule où il veut, comme il veut. Donc première chose, je refais la voirie. Deuxième chose, je fais adopter un plan de circulation avec de la donnée et avec des études d'impact. Vous ne fermez pas la rue de Rivoli sans études d'impact. Vous ne fermez pas une place entière sans études d'impact. C'est leur projet avec la place de la Concorde. Donc on ne peut pas engorger une ville qui est déjà très dense et toute petite. Paris, c'est 102 km², c'est tout petit. Et donc, il faut apaiser et fluidifier. Vous apaisez comment? D'abord, vous enlevez tous les chantiers qui n'ont plus lieu d'être sur l'espace public. Vous savez qu'il y a des chantiers qui sont terminés depuis plus d'1 an. J'ai eu le cas récemment. Et en fait, tous les barrières de chantier, les bases vie, tous les Algeco qui sont sur l'espace public, non, ils restent parce que les entreprises sont payées. Donc, tant qu'on ne leur demande pas de les enlever, elles touchent leur loyer du matériel. Comment on fera concrètement ça? Vous enlevez. Moi, dans mon arrondissement, je recense tous les chantiers avec un calendrier précis. Donc, vous enlevez tous ces chantiers qui ne sont plus inopérants, tous les aménagements qui sont dispendieux et qui n'ont aucun sens. Donc, tout ça, on enlève. On fait un plan de circulation. C'est vrai, Paris, c'est la seule ville sans plan de circulation. Qui n'a pas de plan de circulation. Comment ça se fait? Parce que ça leur permet de se lever un matin et d'être dans leur bureau et de dire on va faire une piste cyclable. Vous pensez vraiment que c'est pour ça? C'est bien pour sûr. Pouvoir avoir la décision, quoi. Vous avez dû regarder, peut-être subir ça. Vous avez parfois une rue qui est à double sens, qui est plus qu'à sens unique. Ou une rue qui était accessible même en vélo,
qui n'est plus accessible Oui, du donc tout. le fait de ne pas avoir d'engagement en amont permet de faire un petit peu Ce qu'on comme on veut. l'entend. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que souvent, quand vous avez des pistes cyclables, quand vous changez d'arrondissement, il n'y a pas de connexion entre les deux c'est ce qui s'est cheminements. passé là, pour le coup, c'est que c'était une piste cyclable qui était coupée en deux, et donc elle a dû se retrouver malheureusement à risque à cet endroit-là, devant le Luxor, et c'est Donc là ça que démontre l'accident est bien arrivé. que c'est ni fait ni à faire, et donc ça provoque du chaos et des accidents, et parfois mortels. Est-ce que dans une grande ville aussi dense que Paris, c'est horrible à dire, mais c'est un peu inévitable, ou vraiment vous pensez qu'on peut l'éviter? Non, mais avec un plan de circulation. Vous savez, une ville, ça s'organise. Hein. Il y a de l'ordre, il y a de l'organisation. Alors qu'il y a des villes qui sont aussi denses et dès lors où il y a un plan de circulation, ça s'organise. Et ça veut dire que quand il y a un plan de circulation, ceux qui ne respectent pas ce plan sont forcément sanctionnés. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Emmanuel Grégoire a reconnu que, par exemple, la place de la Bastille a été mal faite. Il disait qu'il faudrait tout refaire. Mais ils s'en sont enorgueillis pendant longtemps. La place de la République, tout est à refaire. Et tout ça a coûté 30 millions par-ci, 50 millions par-là. Et donc, ça a été beaucoup de dépenses dispendieuses pour tout refaire aujourd'hui. C'était donc, quoi le but derrière ça, selon vous? Parce qu'ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas vision de la mobilité. Et ça, puis, il ne faut pas oublier... Mais c'est quoi le but? Est-ce qu'il y avait un but contre la voiture ou quoi, par exemple? Ils ont un plan anti-voiture, ce sont les ennemis de la voiture. Mais c'est surtout parce que les écologistes et les socialistes et les communistes ne sont pas d'accord sur la mobilité. Et donc là, la mobilité, il faut un plan de circulation, des études d'impact, utiliser de la donnée. Et aussi, le grand oublié de la mobilité à Paris, c'est le piéton. C'est celui qui est le plus en danger à Paris. Et donc, moi, dans mon plan de circulation, j'élargis les trottoirs là où c'est nécessaire. C'est plus de 50% des déplacements, les déplacements piétons. Très franchement, à l'époque, à la fermeture des voies sur berge, vu que je n'avais toujours connu que ça, j'avais trouvé ça insensé. Finalement... Aujourd'hui, ça a l'air de plutôt bien vivre. Alors, j'ai vu que vous aviez pris la parole sur le sujet, sur le fait que malgré tout, les vélos, faudrait les remonter, etc. Mais il y a quelque chose qui a à peu près fonctionné. D'ailleurs, en 2020, vous disiez on consultera les Parisiens pour les fermer ou pas. Aujourd'hui, vous dites non, c'est bon, on les laisse piétons. Sur la portion des 2,3 km, parce que quels sont les aménagements qui ont été faits? Oui, c'est ce que j'ai vu dans la vidéo. Ils ont fermé une route. Ça va pas. Ils ont fermé une route avec des aménagements éphémères. Regardez, c'est des palettes, c'est des food trucks qui ne respectent aucune condition d'hygiène ou de sécurité. Moi, je les prends parfois en vélo. Honnêtement, c'est très agréable. Par contre, si jamais j'étais ma femme, je les prendrais pas. Voilà. Déjà. Non, mais je vous le dis. Mais regardez, c'est il y a sombre, ça une fait un peu partie peur, pavée, mais les pavés sont décellés. Une partie bitume, parce qu'ils ont bitumé, parce que parfois, quand il y a des gros trous, donc ils bitument, il n'y a aucune harmonie. Cet endroit, on pourrait en faire un parc patrimonial urbain. C'est dans mon projet. Je l'ai fait expertiser avec des paysagistes et des urbanistes. Sur ces 2,3 km, il faut végétaliser en pleine terre. Donc, il faut aller un peu plus loin sur le fait d'en rendre un endroit sur cette portion-là, vivable, joli. Elle est sur pilotis. Il faut l'aménager. Elle n'a jamais été aménagée. Ces voies n'ont jamais été aménagées. Et quand vous allez au-delà, quand vous allez vers Bastille et vers Bercy, vous avez après un tunnel. Et là, c'est un enfer à l'intérieur. Un enfer. Voilà, il y a des campements, il y a même des braderos. C'est ce que je vous disais, ça fait un petit peu peur. C'est un point de narcotrafic très important et un lieu de prostitution. Il faut revoir la fin de ces voies sur berge. Rien n'est aménagé. Mais donc, en tout cas, le fait d'avoir enlevé la voiture de là-bas, ça a quand même fonctionné. Maintenant, vous dites qu'il faut aménager mieux pour que ce soit plus vivable. En réalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous dis, c'est 8% la voiture des déplacements. Selon la plupart des études et des visions, grosso modo, c'est 50% de l'espace public. En même temps, effectivement, on ne va pas pouvoir se passer à un moment où on fait de plus en plus de livraisons d'Amazon et compagnie, d'avoir des véhicules qui rentrent dans les villes. Alors, il y a la cyclo-logistique qui prend un peu, au fur et à mesure, plus de place. Mais comment on fait? Parce que si on réduit trop la place de la voiture, c'est très embouteillé. Si jamais on laisse trop, il n'y a plus de place pour les trottoirs, pour les cyclistes. Non, par exemple, la politique de stationnement participe de la fluidité de la circulation. Vous avez environ 13% de gens qui circulent, ce sont des gens qui cherchent une place. En fait, ils ont diminué les places de stationnement et ils l'ont compensé par une politique de raquette fiscale. Ils ont fait exploser les tarifs de stationnement. Donc, quand vous revoyez votre politique, votre plan de circulation, évidemment, vous réorganisez le plan de stationnement. Il faut du bon sens pour la mobilité. Du bon sens en fonction, évidemment, de la sociologie parisienne. Donc, vous adaptez. Il faut que chacun respecte son couloir. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, ces 12 dernières années, sous la mandature Hidalgo, il s'est passé quand même pas mal de choses dans la mobilité. On en a déjà un petit peu parlé pour certaines, mais ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez clair. Les 30 km/h généralisés dans Paris. Mais globalement, dans Paris, ça n'est pas respecté. Mais moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que psychologiquement, vous ralentissez.
c'est aussi un signal Ça psychologique. responsabilise. Ça responsabilise. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que comme la ville est petite et qu'elle est dense, vous ne pouvez pas, à toute berzingue, traverser comme ça des grands axes. Alors, la ZTL dans Paris Centre, vous avez dit. Elle fonctionne pas. Donc si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas efficace. Il y a rien Et qui puis en marche, plus, alors. non, ça marche pas. Paris, c'est tout petit, c'est 102 km². On serait à Londres, c'est 1200. On serait à Berlin, c'est 900 km². Paris, c'est tout petit. Donc vous mettez une ZDL, vous congestionnez encore un peu plus. Vous avez remarqué, ils n'ont pas réussi à la faire fonctionner. Donc, vous trouvez que c'est une fausse bonne idée. Moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Suppression des places de stationnement en surface, ce qui est en train de se passer de plus en plus. Oui, mais ça, faut la réfléchir, comme dirait l'autre. Moi, je suis pragmatique. Quand Donc, je reverrai, potentiellement encore, mais oui, mais il faut la différemment. revoir avec le plan de circulation. Le déploiement massif des pistes cyclables. Le- Selon Emmanuel moi, Grégoire, je ils sont pense- juste à 40% de leur plan à date. Est-ouest, on est assez bien doté. C'est le nord-sud, l'axe n'est pas bien doté. Mais il faut les revoir. Regardez, je vais vous prendre 2 exemples dans mon arrondissement. Ils m'ont mis une piste cyclable devant des établissements scolaires, ils s'en sont rendus compte après. Ils ont mis des dodanes. Ils ont mis une piste cyclable devant Necker, ils se sont rendus compte après qu'il y a un accès urgence, donc ils ont mis des dodanes. Quand vous êtes cycliste, le dodane, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Et donc, là, ils n'ont pas réfléchi. Surtout quand vous avez les enfants Voilà. derrière ou devant Exactement. le vélo. Voilà. Les 50 km/h sur le périph. Alors sur le périph, à la fois on vous empêche de traverser Paris et on vous empêche de contourner Paris. Tous les utilisateurs, la grande majorité des utilisateurs du périphérique, c'est pas de la villégiature. Ce sont des gens qui travaillent, soit qui viennent travailler pour les Parisiens, soit qui travaillent à Paris. Donc moi, je ne souhaite pas, en plus, que Paris tourne le dos à ce qu'elle est une capitale économique. Donc, sur les 50 km/h, moi, je reviendrai, mais c'est un bien commun. Moi, je trouve que c'est un Donc vous non-sens. dites 70 km/h, c'est ça Je trouve que c'est un non-sens que ce soit géré uniquement avec la mairie de Paris. Il faut qu'on le gère avec les communes franciliennes, la petite couronne, mais aussi avec la région. Et ça, on travaillera de main dans la main avec Valérie Pécresse, parce que si vous augmentez la vitesse, le sujet, c'est les nuisances sonores. Il faut que le périphérique soit doté d'un enrobé phonique. Et, ça coûte beaucoup d'argent, oui, non? mais la région avait même proposé à Madame Hidalgo d'investir là-dedans. Elle lui a jamais répondu. Voilà. Alors, c'est une de vos grandes forces, c'est que, à date en tout cas, vous êtes aligné avec la région et avec l'État, puisque vous êtes soutenu par Emmanuel Macron et par Valérie Pécresse. Si demain ça change, si les prochaines élections vont dans d'autres sens. C'est la bonne intelligence. C'est la première fois que vous avez un maire de Paris qui ne parle même pas au maire de la petite couronne, qui majoritairement sont de sa couleur politique. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Et donc, moi, je parle avec tous les maires. Le président du département, qui est socialiste, je parle avec lui, même en dehors, évidemment, des échéances électorales. Je connais tous les maires de la petite couronne, donc on travaillera main dans la main. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et vous pensez que les autres mains vont se tendre aussi vers vous? Oui, non, mais on se connaît déjà. D'accord. Et puis, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de tous les habitants. La voie de covoiturage sur le périph'? Encore une fois, il faut l'évaluer. Vous savez qu'il y a une étude d'impact qui était en cours. On n'a même pas encore les résultats. Il faudra voir l'évaluation. Ça aussi, c'est du pragmatisme. Il faut voir, évidemment, comment ça marche. Voilà. D'accord. Bon. Moi, je suis plus favorable, et d'ailleurs, avec Valérie Pécresse, on souhaite le faire. Vous savez que la mairie de Paris ne connaît même pas ce qu'on appelle les délaissés aux abords du périphérique. Moi, j'ai fait toutes les portes, une à une. Il y a d'abord une première chose, je lancerai un grand concours international d'architectes pour refaire toutes les portes d'entrée, pour que quand vous arriviez à Paris, c'est beau. On n'arrive pas sur les campements, sur la délinquance, sur évidemment l'insécurité aux portes de Paris. Donc ça, j'embellirai, je reviendrai au Paris du beau. Et si vous ça, embellissez derrière les gens, malheureusement, c'est une question aussi de vandalisme, ça. Non, mais c'est pas juste les installations de base. Oui, mais vous luttez contre la sécurité. Donc, si vous luttez contre la sécurité, le vandalisme, c'est que vous laissez prospérer l'insécurité. D'où une augmentation de la force de police municipale. Oui, moi, j'ai une politique de sécurité qui marche sur 2 jambes. Un dispositif de sécurité, 5000 policiers municipaux armés, équipés, formés, qui fonctionnera, qui est en appui de la police nationale. Et j'aurai une politique pénale locale que je travaillerai avec la procureure de la République pour qu'elle puisse me donner toutes les réponses pénales qu'on peut avoir en réponse à la délinquance, à la criminalité qu'on a sur Paris. Vous savez qu'entre 2019 et 2025, le narcotrafic a augmenté de 218% à Paris. Les agressions sexuelles ont augmenté de 60% à Paris et les atteintes aux personnes ont augmenté de 25% à Paris. Dans le métro notamment, comment on peut faire, puisque là c'est plus sur la RATP que c'est géré, ou c'est-à-dire que c'est Île-de-France Mobilité, c'est Île-de-France Mobilité qui gère. Ouais. Donc la sécurité dans le métro, j'avais eu un échange avec Pierre-Yves Bournazel qui disait non, mais justement on va pouvoir amener aussi des forces de sécurité dans le métro. C'est pas les affaires de la capitale normalement. Non, Valérie Pécresse s'est engagée qu'entre 2028 et 2030, toutes les rames de métro seront neuves et sécurisées. D'accord. Voilà. Ok. Alors,
rapide, une proposition par mode de déplacement. Je vous donne un mode de déplacement et puis vous me dites la proposition phare. D'accord ? Pour le bus. Le bus, il faut lui libérer les couloirs de bus parce que les durées de trajet ont fortement augmenté en raison des embouteillages. Avec les livraisons ? Et du chaos dans l'espace public. Non, parce que vous n'avez pas de plan de circulation. Donc il faudra redégager. Souvent, ce qui se passe, c'est juste qu'il y a des camions de livraison qui se posent. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'autre accès. Donc il faut réorganiser l'espace public en fonction. C'est colossal. Non, c'est une organisation. Ouais. Voilà. Et il faut rétablir certaines dessertes locales, il faut libérer les voies de bus. Moi, j'aimerais peut-être expérimenter, comme à Londres, qu'en dehors du rush hour, comme ils appellent, que ces voies de bus puissent être utilisées la nuit ou en dehors de ces heures de pointe pour faciliter cette mobilité, cette fluidité. Et sur la voie de bus, moi, il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que les taxis peuvent circuler sur la voie de bus. Ils font à très peu de choses près le même boulot, la même fonction, disons, pour les citoyens que les VTC. Mais les VTC, eux, ne peuvent pas rouler sur la voie de bus. Parce qu'ils ne sont pas soumis à la même réglementation. C'est une profession réglementée, c'est pas soumis. En fait, cette tolérance voie de bus... Oui, mais c'est ce que je vous disais. Transport de personnes, quoi. En dehors du rush hour, on pourrait l'adapter. Donc ça s'organise et ça s'adapte. Nous l'avons dans notre plan de circulation. Mais vous trouvez à date que ça tient la route Non, mais c'est pour ça que je vous dis, il faudra réadapter ces autorisations dans certains couloirs, c'est le cas de dire. Alors... Le métro, je peux la dire pour vous, moi, cette mesure, parce que je trouve qu'elle est indispensable et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, c'est l'accessibilité. Oui. Alors moi, je me suis engagé concrètement là-dessus. Je me suis engagé sur la ligne 6. C'est un investissement conséquent. La ligne 6 sera intégralement accessible. Je le lancerai dès ma prise de fonction. Mais alors comment on fait sur Passy, qui est une station de la ligne 6 qui est full escalier de oui, alors ça, on en a parlé hier avec Jérémy Redler, qui est le candidat, qui est le maire d'ailleurs, du 16e arrondissement. Et ça, nous devons avoir une réunion avec la RATP, Île-de-France Mobilité, la région et la collectivité. Mais c'est faisable selon, bien sûr, c'est faisable, ce que vous avez vu bien ensemble. sûr. La voiture. Il y a moins de 7% de Parisiens qui ont une voiture, donc il faut adapter son usage à la ville. Quelqu'un qui est en situation de handicap, quelqu'un qui doit se soigner, parce qu'il n'y a pas que des jeunes en bonne santé à Paris. Il y a aussi des personnes âgées, il y a aussi des familles. Alors justement, donc, pour les familles, comment on fait la différence entre une mère de famille de 35 ans et une personne de 35 ans qui va seule au boulot en voiture? C'est-à-dire comment vous pouvez différencier les choses là-dessus? C'est pas de dire je vais faire un mode de circulation pour chaque catégorie. D'accord. Ou catégorie sociologique. Ouais. Il faut avoir une mobilité en fonction des modes de déplacement des Parisiens. Donc, comme le premier mode de déplacement, c'est le piéton, il faut sécuriser le piéton et lui donner des voies dédiées. Par exemple, sur les voies sur berge, je veux une voie dédiée aux piétons. Aujourd'hui, entre les joggers, les vélos, les trottinettes, le piéton n'est jamais tranquille. Oui, c'est-à-dire le jogger n'est pas un piéton, vous dites. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut des voies dédiées aux piétons. Il y a des endroits où les trottoirs sont trop à l'étroit et élargir les trottoirs. Donc, en fonction des modes de déplacement à Paris, vous adaptez votre plan de circulation. Est-ce qu'on réduit la place de la voiture ou est-ce qu'on la fluidifie, comme dit par exemple Sarah Knafo? La place aujourd'hui, elle n'est pas organisée. Si vous l'organisez, il y a des gens qui ont laissé tomber la voiture pour d'autres raisons et d'autres qui en ont vraiment besoin. Donc, il faut fluidifier pour ces personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. Le vélo à Paris, ça a explosé. Je vous disais tout à l'heure, c'est 14-15% des Parisiennes, des Parisiens qui vont au travail à vélo. Est-ce que là-dessus, vous avez des mesures concrètes? Moi-même, je me suis fait voler 2 vélos dans Paris. Autour de moi, il n'y a pas une personne qui a été propriétaire de vélo qui s'en est pas fait voler. Pour le stationnement vélo et pour, comme on le disait un peu tout à l'heure, la sécurisation des grands axes. Quand vous avez une politique de sécurité et une politique pénale adaptée, normalement, vous faites réduire l'insécurité sur l'espace public. Aujourd'hui, c'est l'explosion de l'insécurité sur l'espace public. Les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les agressions sexuelles, le narcotrafic, cette criminalité organisée. Donc, si vous rétablissez la sécurité, vous apaisez l'espace public. Le doublement des caméras de vidéoprotection, ça va aider. La police municipale armée, équipée, formée en appui à la police nationale, ça va aider. Donc vous rétablissez de la sécurité et de l'apaisement dans l'espace public. Ok, donc on l'a entendu pour les piétons, vous m'avez déjà répondu, vous m'avez dit justement ouvrir des axes vraiment dédiés piétons pour mieux sécuriser, élargir les chaussées à certains endroits. Vous parliez de Rivoli tout à l'heure. La rue de Rivoli, parce que il faut élargir, évidemment, agrandir les trottoirs. Vous avez la rue de Passy. Par exemple, dans le 18e, il y a plein de petites rues. Vous ne pouvez pas passer avec un fauteuil roulant. Et donc, il faut revoir tous les chaussées, les trottoirs, pour laisser plus de place aux piétons et le sécuriser. Pour les fauteuils roulants, vous disiez tout à l'heure, la ligne 6, on va l'équiper. Mais en fait,
honnêtement, pourquoi que la ligne 6 ? C'est pas vous, hein, mais de manière Non, générale, en parce fait, je trouve ça parce fou que c'est la de se ligne dire qui est qu'ils la, n'ont pas qui est la accès. plus Utilisée, utilisée. traversante. Oui, et traversante. Et donc, mais après, c'est une politique, vous savez, c'est une politique d'impulsion. Mhm. Aujourd'hui, Madame Hidalgo et Valérie Pécresse n'ont jamais travaillé ensemble parce que Madame Hidalgo a toujours refusé de travailler avec la Valérie région. Pécresse a fait des propositions sur le Oui, sujet déjà. par exemple, il y a une quote-part de la ville pour les transports en commun et l'accessibilité de 250 millions d'euros. La mairie n'a jamais voulu payer. Et donc, non seulement elle ne donne pas sa quote-part, mais en plus, elle ne participe pas à l'élaboration d'une politique de transport public. Et donc, on le regrette. Votre vision, quand même, si je résume un petit peu, c'est de l'organisation avant tout, la possibilité aussi de montrer les dents ou de montrer les muscles avec la police municipale, les caméras, mais au global, vous-même, sur tous les engagements de travaux, etc., moi, ça me paraît assez coûteux, et vous me dites qu'on est endetté à 12 milliards au niveau de la ville de Paris. Comment on va réussir à financer ça ? Est-ce qu'il faut en même temps se désendetter ? Alors Pierre Bournazel il disait qu'il faut vendre une partie du parc immobilier hors de Paris. Comment on fait financièrement ? Sur le désendettement, aujourd'hui, donc on a près de 11 milliards de budget, 12 milliards de dettes. Les sources d'économie que j'ai données dans mon projet, dans mon budget, mon projet de budget, parce que si je suis élue, je fais adopter tout de suite un budget rectificatif. Je réduis des dépenses, notamment dans les subventions. Aujourd'hui, on est entre 1,8 milliard et 2 milliards par mandature pour des associations qui n'ont aucun lien avec les Parisiens et aucun lien avec Paris. Ça, c'est la première source d'économie. La deuxième source d'économie, c'est la préemption pour du logement social. Qui coûte entre 350 millions jusqu'à 400 millions par an pour acheter du parc social, pour acheter du logement, pour faire du parc social qui aujourd'hui, celui qui existe est déjà très insalubre et très dégradé. Donc moi, je préfère donner la priorité sur la rénovation de l'ensemble du parc social pour respecter les gens qui y sont et qui payent leur loyer, hein. Elle est là, la réalité. Et donc, je réduirai évidemment ces dépenses très onéreuses et dispendieuses pour le parc social. Je réorganiserai l'hôtel de ville. On a perdu 136 000 habitants à Paris. On a perdu 40 000 enfants dans les écoles parisiennes. C'est-à-dire que ce sont des enfants que nous avons inscrits dans des écoles et qui n'y sont plus aujourd'hui. Parce que la vie à Paris coûte de plus en plus cher aussi. Parce qu'ils ont raréfié l'offre de logement avec leurs contraintes, notamment sur le parc locatif privé. Et donc, ils ont augmenté le nombre d'agents. Nous sommes à plus de 55 000 agents à la mairie de Paris, plus de 10 000 agents sur cette mandature, alors que de nombreux Parisiens ont quitté Paris. Donc, il faut remettre les 35 heures à Paris. Il faut que les agents travaillent 35 heures. Ils sont à moins de 32 aujourd'hui. Et donc, et on ne remplacera pas tous les départs à la retraite. Donc, mes sources d'économie sont là. Et donc, sans forcément céder des actifs, parce que moi, je ne suis pas sur cette politique-là. Ouais. On ne vend pas les bijoux de famille pour des politiques soit de fonctionnement ou autre. Moi, je réoriente évidemment les dépenses. Je réoriente les priorités, sécurité, propreté, mobilité, cadre de vie, rénovation des logements. Ça va être évidemment des priorités très fortes. Et je réduis les dépenses sur les postes que je vous ai indiqués. Concrètement, dans les 100 premiers jours, c'est quoi sur les transports et la mobilité la chose que vous pouvez faire et qui peut vraiment changer, c'est-à-dire ce qu'on appelle un quick win? Sur la mobilité, déjà, si on adopte un plan de circulation, ça va fluidifier la circulation, y compris des transports en commun de surface pour les bus. Si vous voyez, par exemple, la rue de Rivoli, le bus, entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, les durées de trajet se sont allongées entre 30 et 1h15, entre Bastille et Concorde. Pourquoi ? Parce que tout est engorgé, parce qu'il n'y a pas de plan de circulation. Et que cette rue a été fermée sans aucune étude d'impact. Aucune. Donc il faut avoir du pragmatisme. Pas forcément de référendum ou quoi, vous parlez beaucoup d'études. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des études avec des éléments. Mais vous, une fois que vous êtes élu, le but, c'est pas de faire non plus sur les sujets de transport, mobilité ou autres, des référendums auprès des Parisiens, comme ça a commencé à être fait récemment. Non, mais le référendum, ça a un sens quand il y a un sujet qui n'a pas été dans votre programme ou qui est très structurant pour les Parisiens. Mais les hommes ou les femmes politiques qui se présentent aux élections, vous pouvez, dans ce cas-là, il faut dire votez pour moi, puis je vous consulterai après. Je vous donnerai un programme plus tard. Oui. Ou je vous consulterai après. Ça n'est pas responsable. Très clair. Merci beaucoup, Rachida Dati. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci. On en sait plus sur votre politique de transport, sur votre vision. Bon courage pour cette campagne. Le 15 mars, le premier tour. J'ai un petit message. Il faut que dès le 15 mars, les gens se mobilisent. Si les Parisiens et les Parisiennes souhaitent le changement, il ne faut pas disperser les voix. Si les voix sont dispersées pour le bloc du changement, on a perdu. Vous aurez la même équipe de gauche, mais en pire avec la gauche radicale. Il faut vraiment, si vous souhaitez le changement, voter pour moi dès le premier tour. Et est-ce que au second tour, du coup, ça veut dire qu'il faudra de toute façon rassembler des voix les unes avec les autres ? Bien sûr, mais il faut une dynamique de premier tour.
Sinon, la gauche y retournera avec la gauche radicale. Très clair. Merci beaucoup, Rachida Dati. Merci à vous.